Préface. 8 novembre 1998. Je suis en train de conduire un cours de méditation dans la lignée dont fait partie mon maître, au centre Vipassana du nord-ouest des USA. 40 personnes sont assises ici, dans ce hall de méditation, et pourtant tout est si calme que je peux saisir la moindre syncope dans le rythme imposé par les gouttes de pluie qui tombent des nuages du Pacifique. Ces étudiants Vipassana me semblent si nobles, tout absorbés qu'ils sont à conserver leur calme et leur rectitude. Ils forment un ensemble disparate, fermiers, médecins, étudiants, mères de famille et forestiers, tous accueillis gracieusement à ce cours. Assis en face d'eux, les yeux ouverts, j'observe leurs rangs immobiles et reconnais en eux non pas seulement les individus qu'ils sont, mais aussi la vague bordée d'écume d'un flot d'êtres qui s'écoule à travers le temps, d'une ère à une autre. Chaque individualité se lève, perdure un moment, puis disparaît, et à sa suite surgit d'autres individualités, un flot continu de méditants silencieux qui frémit et s'écoule à travers le monde, siècle après siècle, disposant leur trame dans la masse de l'humanité, déployant leur ruisseau clapotant d'harmonie, de compassion, d'amour et d'équanimité. Sans qu'ils, elles, fassent un seul mouvement, leur flot sourd des profondeurs de commencements invisibles s'avance telle une vague immobile et vient à ma rencontre. Moi aussi, je souhaite entrer dans le courant. L'intention de ce livre est d'inciter le lecteur, la lectrice, à cheminer sur le sentier de la méditation Vipassana. Ce livre est lui-même un produit dérivé de l'énergie de Vipassana et de l'enthousiasme des éditeurs des publications Parietti, déterminés à rendre l'accès à ces essais plus facile pour le lecteur occidental. 4 essais de ce volume circulent parmi les étudiants de méditation depuis de nombreuses années. Certaines réimpressions ont vu le jour en Inde et au Sri Lanka. Tout le long de ces années, ces articles ont été accueillis avec chaleur par des lecteurs du monde entier, d'origines très diverses, qui ont raconté comment ces écrits auront conforté leur enthousiasme, leur auront permis de clarifier certains points, de se remotiver. La demande pour de tels essais n'a jamais cessé d'être vive. Malheureusement, il restait l'apanage d'une minorité de connaisseurs. Ayant décelé leur pouvoir catalytique, Vipassana Research Publications se consacra à la tâche de porter à l'attention d'un public occidental plus large les 4 essais d'origine et quelques-uns plus récents. On m'incita à vaincre mes doutes et à écrire de nouvelles choses, en concentrant particulièrement mon regard sur les nouvelles légions d'étudiants de Vipassana, laïcs des 2 sexes, aptes et responsables, qui pratiquent la méditation dans un contexte de vie professionnelle et domestique, et dont la vision du monde est fondée sur l'approche scientifique et non pas sur les approches traditionnelles. Pourquoi je m'assois décrit le peu de réalisme qui teintait mes motivations de départ et ma perception originelle de la méditation. Cet essai a ouvert toutes grandes les portes à ceux qui sont convaincus que trouver sa voie ne commence pas forcément dans la sagesse, mais plutôt dans une cuisine personnelle, alliant faiblesses humaines et hautes aspirations. Un étudiant de Vipassana me dit un jour « J'ai été vraiment heureux de trouver quelqu'un qui soit d'accord de jeter des faits aussi embarrassants sur le papier, sans aucune censure. » La voix elle-même a modifié ce que je suis depuis la rédaction de cet essai en 1982, mais celui-ci nous rappelle à juste titre que ce sont de modestes individus qui maintiennent la roue de Vipassana en mouvement. Les 3 essais suivants de ce livre, écrits sur une période d'environ 15 ans,
porte sur les plateformes d'échange entre la psychiatrie et la psychothérapie d'une part et Vipassana d'autre part. Les professions d'aide psychologique, psychiatrie, psychologie, assistante sociale, soins médicaux, écoute spécialisée, etc., représentent sans doute la plus grande proportion parmi les métiers pratiqués par les étudiants de Vipassana aux États-Unis et au Canada. Ces articles abordent la façon dont Vipassana intervient dans la santé, ses relations avec la vie personnelle des praticiens, ses points communs et ses frontières avec les démarches psychothérapeutiques, et ce qui en fait la spécificité. J'espère que ces écrits inciteront un nombre toujours plus grand de thérapeutes à pratiquer Vipassana et participeront non seulement au maintien de la communication entre professionnalisme et méditation, mais aussi de la distinction à conserver dans leurs particularités et finalement de leur pureté. Ce sont là des terrains fertiles où ces deux mondes se recoupent, mais ils occupent également des espaces radicalement divergents. L'essai suivant, l'expérience de l'impermanence, s'efforce de dégager quelle est la prise de conscience à laquelle Vipassana donne accès. Il décrit ce qu'on peut espérer expérimenter par la méditation et de la pertinence de celle-ci dans le monde d'aujourd'hui. La méditation n'est pas juste faite pour les ermites qui ont pris racine au pied d'un arbre. L'univers au-delà du soi peut être appréhendé directement et peut donner son sens à toute situation, que l'on soit dans un bureau de Seattle ou dans une cuisine du Massachusetts, que l'on soit en train de se marier ou qu'on soit en fin de vie. Pour finir, l'essai Karma et Chaos, écrit en collaboration avec Forrest D. Fleischman, est le plus long de tous, le plus difficile, et sans doute celui qui est le plus près du cœur de l'auteur. S'il n'est pas nécessaire à tout un chacun de s'adonner à de telles cogitations pour se développer dans Vipassana, il aborde néanmoins des aspects qui auront été vitaux pour moi, dans mon développement spirituel, ce qui risque fort d'être également le cas pour nombre de pratiquants de Vipassana des XXe et XXIe siècles, formés à l'esprit scientifique. Je suis moi-même un produit du scepticisme intellectuel et scientifique et il m'est impossible de prêter allégeance à quoi que ce soit auquel je ne puis déceler un sens. L'extase éthique au cœur de la vision pénétrante de Vipassana et le rôle qu'elle joue dans une conception cohérente du monde ont été le moteur et l'instigation de mon progrès personnel. Vipassana ne se contente pas de nous changer profondément. Vipassana transforme également la façon dont nous appréhendons la réalité, nos relations avec elle, et nous rend par là même plus rationnels et plus réceptifs à une vision plus profonde, plus spirituelle des dimensions causales et interdépendantes de celle-ci. Cette vision, précisément, n'aurait pu prendre corps sans les concepts et la lucidité de mon co-auteur. La composition des essais de ce livre aura évolué avec le temps. Quand j'ai écrit Pourquoi je m'assois, j'étais le parent d'un nourrisson. 15 ans plus tard, c'est à deux, en collaboration, que nous avons écrit Karma et Chaos, tous deux pratiquants de la méditation. J'ai écrit ces essais à titre de donation, en adressant particulièrement ma gratitude à tous ceux et celles parmi mes amis qui auront planté des clous, posé des toitures, soudé de la plomberie et cuisiné dans le cadre des centres de Vipassana, alors que je ne faisais que m'asseoir sans jamais rien construire. Ces écrits ne sont astreints à aucun droit ni royalties, ma part étant redistribuée pour promouvoir la connaissance de Vipassana dans le public. Beaucoup sont ceux qui m'ont aidé sur la voie et j'ai reconnu mes dettes à leur égard en d'autres ouvrages. Je suis persuadé qu'ils peuvent ressentir leur propre sollicitude, leur humour ou leur amitié émanant en retour depuis ces pages. En particulier, je voudrais de nouveau exprimer ma gratitude pour l'aide reçue de mon Vipassana Acharya S.N. Goenka, dont le rôle dans ma vie est au-delà de tout éloge. Rick Crushter, éditeur, ami et soutien, Bhikkhu Bodhi, pour avoir publié 2 de ses essais dans la collection The Wheel de la Buddhist Publication Society, Suzanne K. Fleischman, partenaire dans le Dhamma, que je révère et chéris,
et Forrest D. Fleischman, mon complice en modèles conceptuels, scepticismes et émerveillements. Nous avons descendu ensemble bon nombre de rivières. Le foyer auquel Ulysse revint a été transformé à jamais. Pour se sentir chez soi, là où n'existe aucun foyer, il nous faut une carte et une boussole, de la confiance dans nos capacités, dans nos compagnons de route, et l'amour des plus larges fleuves, des ciels plus ouverts. On abandonne tous les campements dès le point du jour. Dhammakunja, la forêt du Dhamma, novembre 1998.